This is real skiing. Real skiing on real mountains, on real snow, on real jumps, on real cliffs. Daily Free Ski Podcast, le podcast volontairement aigri. Salut les aigris, Daily Free Ski Podcast, on est là avec l'équipe. On accueille pour cet épisode le skieur pro le plus vieux en activité, une longévité plus grande qu'un politicien absentéiste, des nuits à de la glisse, à YouTube, du ski cross au base jump, du Jura à l'Alaska, de la Pyraminte au X-Games, de Tétara à Rancho. On a le plaisir d'accueillir celui qui a osé quitter Salomon pour Rossignol sans le moindre remords, tel un Titi parisien pour l'OM. Le presque médaillé olympique, le moustachu le plus connu de la Tarentaise, le punk aux cheveux gris, le freerider de la gériatrie, monsieur Enak Gavaggio. Salut Enak. Vous êtes vraiment des connards. On est là pour ça. Et par contre, faut que tu boives un petit verre d'eau parce que t'as quand même un petit cheveu sur la. Ouais, mais ça c'est normal. Merci. Tu penses quoi de ce magnifique jingle? Est-ce que t'as les refs? Non, pas du. J'imagine que le début c'est une voix du commentateur d'ESPN et après je sais pas du tout. Après, non, j'ai pas les refs. Je suis nul. Oh putain, et on a vraiment pris le pire invité. Ah oui, non mais moi je donne à manger mais je ne consomme pas. Alors, ouais, là ça fait partie de la culture. C'est Tanner Hall au Red Bull Line Catcher qui est défoncé et qui voit gagner, je crois que c'est Sean Petite, et qui défoncé balance ça à ce qui passe en insultant tout le monde et il dit que le reste c'est du snowblade. Et okay. ça c'était un vrai beau moment. Tel de vrai journaliste d'investigation, on a lu ta fiche Wikipédia et apparemment tu serais originaire de Valmorel et tu ferais du ski acrobatique. Est-ce que tu nous confirmes ça? Ouais, je suis originaire du Jura, ensuite j'ai immigré à Valmorel et le ski acrobatique est une discipline rangée au sein de la Fédération française de ski où on a mis le ski cross dedans, je crois. Voilà. Et par contre, est-ce qu'on peut juste recontextualiser la situation? On est au high five, je reviens du before, je me suis levé il y a 5 minutes, j'ai pris une grosse caisse, donc ça va être dur aujourd'hui. On est parti, première question, tu as 48 ans, tu as tout connu dans le free-ski, sa naissance, son évolution, les nuits de la glisse, les premières compétitions de freeride, les X-Games, les JO, la vidéo. On aimerait bien connaître ton analyse de son évolution et quelles sont les périodes qui t'ont marqué. Oh, vous allez être super déçus les gars. Vraiment super déçus parce que je suis persuadé que vous attendiez à ce que je vous dise. Non mais c'était mieux avant, à l'époque des photos diapo, tu faisais ta séance photo le lundi, t'attendais 3 semaines pour avoir un tirage photo, pour regarder ce que tu avais fait. L'époque des magazines où pareil, t'attendais, il y avait 5 ou 4 skieurs magazines par an. Bah, en fait, moi je trouve que le chemin du free ski c'est plutôt cool, je trouve que les athlètes c'est plutôt cool, je trouve que les jeunes sont 10 fois plus pros, 10 fois plus matures, 10 fois plus engagés qu'on était. Et si je vais te faire une grosse finalement en fait réflexion sur le truc, nous on a eu le droit d'être des stars alors qu'on était des branleurs et eux c'est des machines de guerre et ils n'ont pas une thune. Donc voilà, au shot les vieux riders. C'est beau. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, suffisait d'avoir 2-3 photos dans Skieur Magazine pour être au sommet de l'affiche et il n'y avait pas tant que ça de skieurs quoi. Aujourd'hui ça a vraiment explosé, déjà à l'époque il n'y avait que des mecs aussi et 3 photos ça suffisait à faire une carrière quoi. Ouais, bah, comme il y avait très peu de médias finalement, les médias s'intéressaient qu'aux athlètes on va dire les plus forts du moment pour essayer forcément de vendre un petit peu du papier. Aujourd'hui il y a Insta, il y a les réseaux, il y a Facebook, il y a tout ce que tu veux. Tout le monde a sa caméra alors que nous on n'en avait pas et en fait il y a des... Franchement... c'était mieux avant, les jeunes c'est des branleurs, putain mais c'est tellement pas vrai. Ils envoient tellement comme des cochons, sauf qu'il y en a 10 000 et pour que les gamins arrivent à faire leur place, c'est chaud. Nous c'était beaucoup plus facile. Voilà. Surtout qu'à l'époque toi t'avais de la neige. Alors que ça c'était mieux avant, il y avait de la neige. Ouais ça c'était mieux avant, c'est vrai qu'il y avait de la neige. Quand on voit tes replaques en Lincoln, on se dit qu'avant il y avait de la neige. Parce qu'aujourd'hui tu... J'ai jamais replaqué en Lincoln. Tu vois là, tu t'encules sur un caillou aujourd'hui. Ouais. Malgré les pivots, ça déchaussait quand même. Ouais, voilà. Ouais, les périodes qui t'ont marqué, parce qu'il y a quand même eu des évolutions assez marquantes, assez fortes dans cette période du free ski. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette évolution? Bah alors pour le free ski, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on est passé par plein de trucs. Il y a 25 ans, un bon freerider, c'était un mec qui était capable de gagner le derby de la Meige, ou tu vois, une sorte de derby, quelqu'un qui skiait vite. On quantifiait un petit peu le power et on était capable de dire si un athlète était bon, s'il était capable d'envoyer gros.
Et quand je dis gros, c'est pas des petites barres de 5 mètres. Donc, nous, on est toute une génération de skieurs aujourd'hui où sauter des barres de 20 mètres et plus, en fait, c'était logique. Mais bon, on n'était pas beaucoup. Et en fait, on se faisait notre place aussi comme ça. Et forcément, à part Sam Michaud, personne ne posait sur les pieds. Mais on s'en foutait puisque si je te remets ça à l'époque, nous, dans nos sacs à dos, on n'avait pas de dorsale, on avait un coussin. Mais par contre, on n'avait pas de casque. Donc voilà, l'histoire du coussin, c'est véridique. L'histoire du coussin, c'est vrai. Moi, j'allais sauter des grosses barres avec un coussin dans le sac à dos sans casque. Et plus on sautait gros, plus on était un gros rider. Alors après, il y a eu la transition où il fallait absolument tout plaquer. Des barres de 20 mètres, 25 mètres, on est passé à 5 mètres. Puis maintenant, on remonte vers du 10 et plus, et les mecs plaquent. Du coup, finalement, c'est en ça où je dis que le niveau est complètement dingue. L'évolution un peu freestyle qui a amené Candide aussi quand il s'est mis sur le freeride, tout le côté figure que tu maîtrises pas trop, hein, on est d'accord. Comment tu peux dire que je suis nul en freestyle, n'aie pas peur. Hein. Non, mais c'est trop cool. En fait, le sport, tu vois, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que plus il va avoir des athlètes comme il y a eu Candide, comme il y a eu Guerlain, comme il y a eu Sam Michaud, comme aujourd'hui il y a un Max Palm par exemple. En fait, tu as des gens qui sont capables de jalousier ces mecs et en fait ils n'ont rien compris. Ça c'est nos stars et ces stars-là, elles tirent le sport vers le haut. Et si elles tirent le sport vers le haut, et ben, ça amène toute la masse de riders de seconde zone comme moi à profiter du système. Tu vois ? Et du coup, tant mieux. Et oui, et demain, le sport, peut-être que le nouveau line catcher qu'on aura dans 10 ans, on va on va foutre des pylônes à plat dans les montagnes. Et il y aura des rails de 50 mètres qui sortiront sur des barres de 20 mètres. Et les mecs plaqueront. Et peut-être que le ski base sera autorisé dans les compètes de freeride, et ainsi de suite. Tu vois. Et c'est trop cool. Je reviens juste sur un truc intéressant que tu as dit, justement, à quel moment, comment t'expliques le switch entre, moi je me rappelle très bien justement où c'était, t'avais quelques riders, on disait à l'époque, jeter une barre de 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres, et tu t'en foutais de l'art plaque. Au moment où c'est devenu ultra important l'art plaque, et justement, est-ce que c'est, moi je pense perso, mais après, donne-moi ton avis, à cause du Free World Tour, où justement il y a eu des notations, et c'était plus c'est cool de sauter 30 mètres et en plaquant n'importe comment. Comment t'expliques ce petit changement entre on saute des barres de 30 mètres à l'arrache, et maintenant on préfère une 10 mètres posée nickel? Alors, avant le Freeride World Tour, vous étiez encore dans les testicules de vos parents. Il y avait un truc qui s'appelait l'IFSA. Donc, c'était pareil, c'était une sorte de Freeride World Tour de l'époque. Et en fait, il y a un mec qui a débarqué de Pemberton à côté de Whistler qui s'appelle Hugo Harrison, qui avait des beuges monstrueuses, qui skiait très vite et en fait, qui a fait partie un petit peu de notre génération à s'envoyer des barres énormes. Alors, lui ne faisait aucune figure. Hein. Par contre, c'est le premier de nous qui a été capable de tirer des barres de 25-30 mètres. Il les plaquait, il faisait même pas un backset. Il posait même pas le dos. Et en fait, quand lui est arrivé, dans les compètes de freeride, en fait, tout a commencé à être révolutionné. Parce qu'en fait, c'est le progrès, quoi. Bah ouais, on s'est dit, en fait, les barres de 25 mètres, on peut les plaquer correctement. Et parallèlement à ça, dans tous les films qui avaient TGR, MSP et tout ce que tu pouvais trouver au niveau des US, les ricains, eux, n'avaient même pas cette réflexion de poser sur les pieds, puisqu'en fait, il fallait tirer haut et on posait sur le flanc. Alors, nous, Français, on essayait de poser sur les pieds. Ça t'arrangeait bien, parce que tu as fait un peu une carrière là-dessus, non? Non, moi, je posais jamais sur le flanc. J'essayais de poser sur les pieds. J'y arrivais pas. Par contre, je n'y arrivais pas. Et Hugo, lui, a réussi à le faire. Et là, en fait, il a commencé à avoir un switch. Et du coup, forcément, sur les compètes, quand tu as un mec qui arrive et qui fait la même barre que tout le monde de 20 mètres, sauf que c'est le seul qui plaque, bah, il score. Et petit à petit, les barres ont commencé à descendre. Du coup, on sautait plutôt 10-15 pour être sûr de plaquer. Et puis, les premiers freestylers ont commencé à sortir des snowparks et nous rejoindre. Et tant mieux, parce que ça fait la mixité du sport. Et eux, ils ont commencé à mettre 2-3 petits sauts. Et puis, il y avait quand même un Sam Michaud. Et tu vois, on n'en parle jamais. Ça n'a jamais été considéré comme la star mondiale, alors que ça l'est. Et Michaud, en fait... ce qui était incroyable, c'est qu'il te disait, moi, une barre de 15 mètres, j'ai peur. Donc de toute façon, je la fais en bac parce que finalement, je ne vois que 5 mètres de saut. Et il disait pas aussi, je ferme les yeux aussi? C'est qui fermait les yeux sur les barres? Alors ça, je sais pas. Qui racontait ça sur le World Tour? Mais
Mich, je te disais, bah en fait, moi je pars en bac, puis je vois rien et je vois les 5 derniers mètres. Et puis finalement, avec la vitesse horizontale et puis tu sais, le léger petit coup de petit mouvement qu'il y a à la fin de ton backflip, ça lui permettait d'avoir une réception beaucoup plus coulée et avec de la vitesse plutôt que de tomber comme une merde. Donc moi j'étais expert dans la merde et Michaud était expert dans le plaquage banane. Ça c'est beau. Voilà. Merci pour cette petite rétrospective. Au début de ta carrière, tu étais vraiment un punk anarchiste qui menait un combat contre les institutions et notamment un peu ton slogan Fuck Fizz. Et maintenant, tu es tout doux comme un agneau. Là. On s'adoucit en vieillissant ou c'est que tu n'as plus le choix pour payer ta maison? Putain, me dis pas ça. Oui, je me suis adouci, mais je te rassure que je suis encore un sombre connard. Mais vraiment, hein, y a des trucs qui me rendent fou. Fou. Parlons-en, vas-y. Non, bah après, tu vois, la FISE, je l'ai toujours en travers. Hein, parce que j'ai quand même un sacré passé avec la FISE. Le mec, il a pas digéré 20 ans après. Comme ton ex. Il lui a toujours pas pardonné. Non, bah après, effectivement, vous l'avez dit, j'ai 50 balais, je suis un vieux. Tu vois, par exemple, si on parle de la FISE, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui ont plaqué le directeur de la FISE dans une aire d'arrivée et qui ont essayé de lui mettre une mandale. Tu vois, je suis quand même. C'est quoi, arrivé du ski cross? Arrivé du ski cross, j'ai plaqué le mec qui s'appelait Joe Fitzgerald, un Canadien. Dans l'aire d'arrivée, je me suis fait séparer par mon technos. Et je suis passé quand même au tribunal du sport pour être radié à FISE, des courses FISE à vie, tu vois. Ah bah voilà, ça c'est un beau voilà, fait d'armes. Et j'ai gagné. Parce que j'avais gain de cause. Donc j'avais pas le droit de le taper. T'es allé avec ton petit avocat là? Non, je sais même pas. C'est la C'est la Lausanne. C'est la fédération française, Rémi Sella, qui a été défendre mon truc. Donc non. Oui, et puis après, effectivement, je suis arrivé à la première Coupe du Monde de ski cross avec un sticker Fuck Fizz. Fizz Sucks, pardon, sur le casque aussi. Et du coup, en parlant de la FISE, là, comment tu vois, toi qui adores cette institution, qu'ils ont repris le Freeride World Tour? Est-ce que tu dis, moi je suis un freerider, maintenant c'est la FISE qui reprend, ça t'emmerde, ça te fait chier, tu t'en fous parce que c'est l'évolution classique? Non, alors ça pour le coup, ça me rend profondément triste. Voilà. C'est la FISE, en gros, c'est un rouleau compresseur. Ils sont capables de vivre sur leurs acquis pendant 25 ans. Tous les 4 ans, il y a un formidable événement qui s'appelle les Jeux. Ils se remplissent les fouilles. Et en fait, la FISE, elle fonctionne comme une société avec un cahier des charges. Et leur objectif, c'est faire un événement qui a une ligne de départ, une ligne d'arrivée. Et au milieu, il faut prendre un maximum de bénéfices. Et en gros, ils ont tout un système de règlement interne. Ils ont leur boîte de reprod. Ils ont tout, c'est tout verrouillé. Et c'est une machine à fric, en fait, la FISE. Ils ont tué le ski de boss. Ils ont tué le ski cross, ils vont tuer le freeride, et puis ils ont tué le snowboard, et voilà. Donc, non, ça me révolte. Et moi, une question que je me suis toujours posée sur ta carrière, justement, depuis que je suis jeune, je te vois justement comme un freerider, et t'as ça. Et pourquoi t'es pas resté dans le freeride au lieu d'aller dans le ski cross? Parce que t'avais déjà une carrière, t'avais filmé, enfin, un peu plus tard, avec Level One et tout. T'avais quand même des trucs, quoi. Pourquoi t'as pas resté comme un Guerlain, comme un Manu Guadet à l'époque, ou un Seb Michaud et 100% freeride et... Alors pour plein de raisons, parce que moi j'arrive de l'alpin et en fait j'ai grandi avec la culture chrono où t'as pas d'excuses et puis quand tu fais ton temps, tu fais ton temps, point. Et en fait j'adore la culture sport, j'adore l'entraînement, j'adore l'effort. Quand je suis arrivé dans le freeride, j'ai fait des compètes, tu vois, bien entendu, j'ai fait Verbier, j'ai fait 4e au championnat du monde et la notation juge, c'est contre nature pour moi. Parce qu'en fait, l'humain fait des erreurs. Et j'ai été juge. C'est même moi, une année, qui est mal jugé au Ré du Croc. Il a perdu un titre de champion du monde pour 0,5 points et j'en suis la cause. T'as enfoiré. Non, mais je me suis excusé. T'arrives à dormir un peu? Mais parce qu'en fait, je voulais... Il a dit Nastar a coulé, Aurélien Ducrot a mis fin à sa carrière. Et toi, t'es encore là à 48 ans. C'est pour ça qu'il est sur un bateau, ouais. Il s'est isolé sur une île déserte. Non, mais tu le vis bien. C'est juste qu'en fait... Quand tu juges, soit t'es pas impartial, soit t'essayes de l'être et tu fais forcément des erreurs. Et quand tu viens de l'alpin, le chrono, il n'y a jamais d'erreur. Et après, il y a un autre truc qui est vrai, c'est qu'il y a le ski cross qui est arrivé et le ski cross, ce côté bataille, je me frite, ça m'a plu. Moi, je me suis battu du CEP jusqu'en terminale, au point.
Battu dans la cour de récré, quoi. Tu mettais des mandats. Mais tout le temps. Comme au boss de la FIS, quoi. Oui, Saint-Maurice mais comme hardcore. au boss de la FIS. Donc j'étais un castagneur et le ski cross ça me plaisait. Et puis après il y a un autre truc qu'il faut bien se dire. Mais Et tu ça... castagnais quoi? Les tignards, les avalins? Toi qui étais arcadien, c'était quoi? Ben non, mais en soirée, bref. Et tu vas arrêter de me couper toi parce que tu vas en prendre une aussi. Mais c'est ça qui est génial, c'est un podcast. Les auditeurs adorent qu'on coupe, on est d'accord? Non, et après il y a un autre truc qui va faire mal à la communauté, mais comme ça je vais le dire et puis je vais me faire d'autres ennemis, mais c'est pas grave. Franchement, demain tu me demandes de partir 15 jours en vacances avec 15 freeriders ou 15 ski crosseurs ou 15 alpins, je pars avec les alpins. Ouais, parce qu'en fait, la mentalité, la cool attitude, elle est dans les disciplines alpines et pas du tout freeski. Hein, pourquoi? Vas-y, Pourquoi? Parce que Ben- c'est pas du tout l'image qu'on a. Ah, bien sûr, bien sûr, mais après en termes d'amitié, en termes de valeur, tout ce qui est lié à la compétition, que ce soit du fond, peu importe. À la compétition, il n'y a pas de jugement, où il n'y a qu'un classement, c'est que des vraies valeurs en fait. Quand tu rentres dans le milieu du freeride, il y a un truc qui est tronqué, c'est l'image. Et du coup, tu peux être, et on sait très bien qu'en freeride, tu pouvais être performant en compète et avoir des sponsors, ou performant en photo, ou juste performant sur scène, tu vois. Et en fait, il y a ce côté image. Du coup, et je le sais puisque moi-même je l'ai fait, tu peux avoir plusieurs personnages. Par exemple, le Guerlain Chicherie de l'époque, il y avait Guerlain Chicherie qu'on voyait arriver sur scène avec des grands manteaux, Flair for Freedom, et des buggy et des dragsters, hein, tu vois, qui mettaient le feu. Et ça, on adorait ou on détestait. Moi, j'adorais parce que c'était mon copain. Ça, c'était Guerlain Chicherie. Et puis à côté de ça, il y avait Goon. Et moi, je connaissais Goon. Et Goon était un homme extraordinaire. Guerlain était un homme compliqué, tu vois. Mais c'était l'image. Et du coup, dans le milieu du freeski, il y a de l'image. Et s'il y a de l'image, eh ben, chacun va jouer ses petites cartes pour essayer de faire de sa vie son métier. Et je sais très bien ce que c'est, puisque même moi en ski cross, j'avais Enak Gavagio qui était Enak Gavagio, mais en ski cross, j'étais le Dark Lord. Avec la tête de mort, bah forcément, le mec qui se battait. Et dans les airs d'arrivée, je me battais au X Games. Pareil, je me suis battu au X Games. Et du coup, c'est un petit peu tronqué. Voilà, en fait. Est-ce que tu en fait, es en train de nous dire que le freeride, qui est un sport qui est auto-financé, on va dire, il faut trouver ses sponsors, il faut trouver ses marques, etc. Ça amène beaucoup plus d'individualité et du coup moins d'esprit d'équipe que le ski classique. Ouais. Que le chrono, quoi. Quel chrono? Mais complètement. Complètement. Est-ce que tu as déjà vu, je sais pas moi, est-ce que tu crois que Pinturo, quand il passe la ligne d'arrivée, il va faire du wesh-wesh comme ça, là, dans l'air d'arrivée pour essayer de gagner 5000 balles de plus? S'il a fait 25e, il a fait 25e, et il va chialer derrière dans sa tente, tu vois, et c'est comme ça. Et en fait, mais c'est pas que c'est malsain, hein, c'est que c'est le jeu du sport à image, c'est tout. Donc toi, tu as déjà eu le seum d'un freerider contre lui? Je sais pas ce que ça veut dire, somme. Oh putain, merde. Oh, le mec des années 70. On Alors, coupe ça parce que. est-ce que tu as déjà été blessé par C'est un non, peu la le seum, haine. c'est quand t'es un peu vénère, ouais, que t'es agacé par d'autres freeriders parce que j'en sais rien, ils t'auraient volé non. la vedette, ils t'auraient... Ah non, mais c'est toi, pas ce toi, que t'es j'ai dit. différent, t'es En fait, toi, jamais- tu comprends rien. Je vais m'adresser à ton pote. Je suis désolé. Non, ça, je suis pas du tout agacé. On est juste en train d'imaginer un petit peu qui est qui. Et non, au contraire, dans le milieu freeride, et c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a ce côté artistique où tu peux jouer un personnage, faire le show, et c'est génial. Mais dans la vraie vie, quand tu es dans d'autres sports, tu peux pas tricher. Voilà, c'est tout. Et du coup, je trouve les valeurs des sports un peu traditionnels, performance, sont beaucoup plus saines que sur des sports à image où tu peux jouer sur d'autres trucs. Et non, je ne suis pas du tout, j'ai jamais eu le seum par rapport à ça. donc tu t'adoucis pas en vieillissant. C'est un peu l'image quand même que t'as. Si, je me suis adouci complètement, mais comme vous. Mais vous étiez des rockers à la base, aujourd'hui vous êtes des lopettes, je les vois bien vos textes. Non mais on va pas se mentir, Je suis entre d'accord. 100% aigri de ce que vous étiez au début, vous étiez des petits cons parce que vous aviez quand même la volonté d'être un jour pro rider, mais vous aviez ni les couilles, ni les compétences, ni le charisme. Ah, ça te 100%. Hein Et puis là, 100%. donc là, vous étiez bien aigri parce qu'il y en a un qui essayait de gratter des skis chez Folkel, l'autre chez Salomon, et il y en a aucun qui arrivait. Hein? Alors j'ai gratté une paire chez Salomon au SAV. Voilà, bon, d'accord. Donc non. Et puis finalement, aujourd'hui, avec le temps,
On voit très bien vos textes où des moments vous pourriez aller plus loin, mais si vous allez plus loin, vous allez vous confronter, je sais pas moi, à la gente féminine, à la marque, à le machin, au bidule. Donc vous êtes adouci. Donc en fait, on s'adoucit pas, on dit les choses différemment. Et si la personne qui écoute ou qui lit vos textes lit entre les lignes, a très bien compris ce que vous voulez dire, mais vous ne l'écrivez pas. Parce que vous avez certainement les testicules qui pendent bien plus basse qu'avant. Si un jour on en a eu. Voilà. On a posé des questions à notre communauté, notre grosse communauté d'aigris. On leur a demandé s'ils avaient des questions pour toi. Donc il y a eu une petite centaine de questions qui est tombée. On en a retenu une dizaine. On va en faire 5 déjà. Puis après on en reprendra 5. Je pense que tes questions sont un peu trop longues au passage. Trop longues. Ouais, perso, tes questions sont un peu longues. Franchement, t'es relou. Ouais. En plus, tu rajoutes des mots même dans les phrases. Parce que t'es en gover, c'est pour ça que tu trouves les questions. Non, mais short. Vas-y, Willy, enchaîne. Donc les questions de la commune, normalement. Ouais, fais ça, allez, on va expliquer. Je suis au milieu de 2 losers là, mais c'est magique. C'est magnifique. Là, on est total Denis Frisky. Alors, je vous donne quand même l'info, c'est qu'il faut savoir que les 2 ils écrivent quand ils en ont envie, mais là il y a le 3e qui est là, il est là pour remettre un peu de grammaire et corriger les fautes. Et là il essaye de leur expliquer un petit peu la vie. Donc les 2 ils s'embrouillent en fait. Les 2 qui écrivent. Bon, allez, question de la commune, refais ton intro. Les questions de la commune. J'ai sorti un peu de jalousie là. Il y en a un qui a dit les 2 qui écrivent. À mon avis, il y en a un des 2 qui bosse plus que l'autre. Bah, bien sûr, évidemment, on sait qui c'est. Voilà, on sait qui c'est. Celui qui pose des questions, c'est celui qui a travaillé. On a donc du coup les questions de la commu, c'est notre petite rubrique. On a fait poser des questions à la commu. Il y a une petite centaine de questions, on va t'en poser 5. Tu essaies de répondre assez rapidement. Les questions de la commu Daily Frisky. Première question. Ça a représenté, je pense, la moitié des questions qu'on a reçues. Quand et pour combien est-ce que tu rases ta moustache ? Ah, et ben alors, hyper simple. Un jour, je vais m'arrêter parce qu'un jour, je vais en avoir marre, même si je suis passionné de ski et que je ne me vois pas faire autre chose que ce que je fais à l'heure actuelle. Je projette d'ici 2-3 ans de faire l'ultime épisode de Rancho, un long métrage, peut-être 52 minutes avec une expédition, partir en bateau, voyager. Et là, ce sera la fin et de ma carrière de pro rider et la fin de Rancho, et je couperai la moustache et je pourrai être à nouveau un inconnu dans la rue et ce sera trop cool. Donc tu redeviendras un moniteur ESI quoi. Et je redeviendrai un moniteur. Ouais. Et on peut te raser de nous la moustache ? Ça serait un rêve. Faut être au Groenland. Ouais, alors le problème c'est qu'il y en a quand même pas mal qui veulent la couper. Il y a Lise Roux, il y a Femme Meyerhofer, il y a vous êtes déjà une bonne liste de... Bah on se fera une soirée. Voilà. Mais tu nous invites sur le bateau pendant ton trip et puis on fait ça. C'est vrai. J'essaie de gratter une place. C'est vrai. Bah il y en a un déjà, c'est mort puisque le dernier projet que je lui ai proposé, il m'a dit non. J'ai pas le droit de dire, donc il va pas être invité déjà. Oui. Tu as le droit de dire nos prénoms, hein. On est des hommes matures maintenant. Ouais. Deuxième question. Ah, donc là, on officialise qu'on a le droit de le dire, Jérémy O'Hill. Non Jérémy, ouais. Mais qu'est-ce qui débarque, lui ? C'est insupportable, ce podcast, c'est n'importe quoi. J'ai cru qu'il allait dire les noms de famille. Donc, en gros, les gars, on reste sur les prénoms. Non, mais vous êtes un petit peu en manque de reconnaissance, c'est ça ? On peut en parler. Vu qu'on n'a jamais réussi à faire plus qu'un freeride qualifier 2 étoiles, ouais, on aimerait un peu de reconnaissance. C'est quoi que vous voulez ? Un petit peu de matos, une petite couverture, vous voulez un podcast ? Vous voulez que je vous interviewe la semaine prochaine ? Un forfait saison. Un forfait saison, ça ira. Une apparition dans le dernier Rancho et je te rase la moustache. Voilà. Les aigris veulent être reconnus, c'est parfait. Pourquoi on t'appelle Tétard ? Ça vient d'où ce surnom ? Tétard, ça a été ma première chérie. C'était le film de Marco et Gemet. Putain, j'ai bouffé le nom. Les enfants de la cité perdue. Et il y a un petit garçon le soir, il s'appelle Tétard et puis il va tous les jours se coucher à 10h et il bouffe que du sauce. Et il est un peu gros. Donc ça m'allait bien, voilà. Et on m'a appelé Tétard depuis ce jour. Ça fait quoi d'être devenu un homme sandwich après une telle carrière ? En fait, j'ai toujours été un homme sandwich. Et puis non, puis je l'assume complètement. Et oui, il y a des gens qui me disent ça te fait pas chier de tout le temps faire la promotion des marques. Mais en fait, c'est mon métier. Et puis moi, je peux skier toute l'année, je peux voyager, je peux faire 50 000 choses. J'ai une vie de rêve que je souhaite à tout le monde, mais vraiment. Et aujourd'hui, si tu veux avoir cette vie de rêve, tu es obligé d'être un homme sandwich. Et en fait, tu peux ne pas l'être quand tu es performant, quand tu gagnes.
Mais quand tu es vieux, pas encore aigri comme vous, mais un peu sénile comme moi, et ben finalement, mettre tes sponsors en avant et continuer à raconter ton histoire, c'est le seul et unique moyen, et moi, ça ne me gêne pas. Voilà. 4e question de la commu. Est-ce que tu considères ton pro modèle de Calbut comme une réussite sociale et sportive? Mais vous l'avez en photo? Non, il ressemble à quoi? Il a une tête de mort, non? Vous l'avez jamais vu, mon pro modèle de Calbut? Ton Pauline, là? Ouais. On place les marques quand même. Ouais, et ben, je considère mon pro modèle Calbut Pouline trop cool parce qu'il représentait Rancho, il représentait Trompette, qu'il était beau, et puis surtout, et là vous allez être jaloux parce que moi, ça fait plus de 20 ans que Pouline m'offre des caleçons et je connais très bien le chef, et en fait, c'est une histoire d'amitié. Pour tout avoir simplement. l'arrêt du cul qui suit dans le lycra, franchement, on te le laisse. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Pourquoi tu te dévalorises tout le temps? Question qui nous vient d'un VIP, de Julien Liseroux. Bah, parce que je suis conscient que je suis une sombre merde. Non, quand même pas. Non, bah oui, parce qu'en fait, Après, je te recoupe, mais tu le dis un petit peu dans ton film en fait. T'as fait pas mal de choses, t'as été le meilleur nulle part, t'es un peu moyen partout, mais tu te donnes quand même l'envie et le Ouais, moyen mais d'y arriver, quoi. Alors, Tu je vois, vais te dire un truc, Willy. Moi, je peux me dévaloriser. Par contre, toi, Toi, tu me dévalorises pas. d'accord. toi, tu fermes ta gueule. Non, Hein Il n'y a pas eu de médaille d'or, tu vois. Ça revient aussi souvent. Non, parce qu'en fait, alors s'il y a un truc qui m'exaspère, c'est je ne supporte pas les personnes qui se considèrent comme des stars si elles n'en sont pas. Et j'ai pas de haine par rapport à ça, mais c'est quelque chose que alors je sais pas que je ne supporte pas, c'est que je ne conçois pas. C'est pas pareil. Moi, un mec qui a jamais rien gagné dans sa vie et qui se balade et qui se pavane comme si c'était une superstar, ça, je trouve ça très dérangeant. Alors oui, j'ai fait des médailles au championnat du monde, que ce soit en ski cross, en freeride. J'ai été en Coupe d'Europe en ski alpin. J'ai fait des trucs complètement débiles. J'ai jamais gagné. J'ai pas gagné les jeux. J'ai pas fait de médaille aux jeux. Donc j'estime que moi, je n'ai pas le rôle d'une superstar. Et en fait, c'est un petit peu ça que des moments, je trouve que c'est assez important de replacer qui est qui, en fait. Pour moi, une superstar du freeride, c'est Michaud. Guerlain a été une superstar. Candide est une superstar. Moi, non, en fait. Mais pourtant, ces gens-là, aujourd'hui, Guerlain, Seb Michaud, clairement, ils sont plus là. Toi, tu es toujours là. Effectivement, on peut te taxer de faux modeste, en fait. Non, parce que moi, il y a un truc qui me plaît vraiment dans le sport, c'est vraiment débile, parce que c'est pas... Je vais dire le partage, mais putain, quelle phrase dégueulasse de dire ça. La bienveillance. Les copains. Ouais. Les copains. Non, mais en fait, c'est un milieu que j'aime. Le ski, j'aime ça. J'adore être père castor. J'adore passer du temps avec les jeunes. J'ai accompagné Dylan Flory. Je discute beaucoup avec des Max Palm, avec des Oscar Amandin. Je fais une nouvelle web série où je mets des jeunes dedans. J'ai fait un événement pendant 7 ans pour des enfants qui s'appelait le GMX. J'ai été président de la Frisky. Et en fait ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu es champion, quand on te donne ce statut de champion, que j'ai mis longtemps avant de comprendre, le rôle, c'est bien sûr de gagner, mais en fait, la finalité, elle n'est pas là. La finalité, elle est de faire passer un message et de faire rêver les kids. Et en fait, au plus tu fais ça, au plus tu peux faire rêver des kids, au plus, si tu es un petit peu devant sur la scène, tu peux trouver des partenaires, tu peux créer des événements et tu peux engendrer une mécanique qui est plutôt positive. Alors, il y a des gens, leur combat actuel, là, faut être éco. Alors là, si t'es pas éco aujourd'hui, t'es mort. Donc ça me casse les burnes. Moi, je fais pas partie de cette famille éco. Moi, ma vocation, elle est de faire pour les jeunes, faire pour les gamins. Voilà. Tu nous as fait une bonne transition, c'était une des questions qu'on voulait te poser. Récemment, tu m'expliquais que tu en avais un peu ras-le-bol de ce bullshit écologique que les marques soit imposent aux athlètes, soit veulent absolument pour un peu verdir leur image. Est-ce que tu peux nous développer ça ? Ouais, en gros, si tu veux, le seul et unique truc qui me dérange, c'est quand les marques ou quand les journalistes prennent à partie les athlètes en les montrant du doigt, en fait. Et je pense, j'ai certainement tort, que la vocation d'un athlète, elle n'est pas de porter un message politique
qu'il soit green, catho, religion, pardon, peu importe. Je pense que sa vocation numéro 1, c'est de gagner, et dans un second temps, s'il en a envie, s'il en a les compétences, de faire passer un message. Et souvent, il y a des marques qui demandent à leurs athlètes, ouais, mais maintenant, je veux pas que tu fasses ci, je veux pas que tu fasses ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Et puis les journalistes vont les montrer du doigt, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et en fait, c'est un petit peu ça que je trouve dérangeant. Voilà, j'estime que le message vert, il est cool s'il est porté par l'athlète à la base et pas s'il est imposé par une marque. Voilà. Je trouve ça trop facile, en fait, ou je trouve trop facile qu'une marque qui fasse tout faire en Chine et qui utilise des produits de merde pour faire ses fringues et ainsi de suite, utilise l'athlète pour le mettre devant en disant ouais, on est éco-responsable. Non, vous n'êtes pas éco-responsable, vous polluez comme des connards et vous achetez des athlètes verts. Et en fait, ça non, ça marche pas pour moi. C'est bien si on rigole quand il fait des blagues, ou enfin je sais pas si, parce que des fois France Inter c'est chiant quand tu les entends ricaner, mais des fois ça casse un peu le monologue aussi. Je pense qu'il faut rigoler un peu dans le micro. Enfin, je te rassure Willy, vous n'êtes pas France Inter. On va revenir un peu en arrière. Est-ce que tu peux nous raconter ta toute première compétition de freeride que tu as faite? Je pense que ça doit être à la fin des années 90. C'était le comment à l'époque, le freeride en 90? Ma première compète de freeride, je sais pas si c'est la Dakota à Courchevel ou si c'était Tignes 96. 1996, un starter comme en alpin à l'époque, avec la clope au bec au départ, 5 juges assis sur des chaises, je sais pas où elles, bref, et puis le bordel en fait. Il y avait quand même des oriflammes de marque en bas. Il y avait une sono, du reggae. Il y avait il y avait du reggae, alors, l'enfer pour moi ça. On va pas parler musique, hein, parce que alors là moi. T'avais combien de chics sous la lèvre avant de partir? Certainement beaucoup. non mais c'était drôle, et puis c'était des chants de boss et c'était drôle, mais tu vois c'est pareil, on peut en revenir un petit peu à l'esprit compète freeride ou pas, et en fait c'était assez rigolo, tout le monde fait sa jumelle en bas, regarde, et puis en fait soi-disant les mecs sont cool, mais quand tu demandes un avis à ton voisin, putain moi je vais passer là, ouais, et en fait pas du tout. T'avais déjà peur de piquer les lignes et tout quoi. Ouais, et tu vois en fait si tu veux vraiment aller plus loin, ce que je trouve un petit peu dommage dans, pas la nouvelle génération, parce que la nouvelle génération a embrassé directement le freeski, la compète, et du coup c'est une toute autre génération que la mienne, mais et pour revenir encore sur le fait de pourquoi je me dénique, c'est que moi d'abord j'ai été skieur alpin, j'ai été jusqu'en Coupe d'Europe, c'est pas dégueu, mais j'ai échoué. J'ai eu une seconde chance. Ma seconde chance, j'ai fait du ski cross. Alors j'ai gagné les X Games, j'ai fait plein de médailles de partout, mais c'était une seconde chance. Parallèlement à ça, il y a le freeski qui est arrivé pile. Troisième chance. Et du coup, troisième chance. Et du coup, j'ai eu une troisième chance encore pour continuer à m'amuser. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai quand même eu 2 chances énormes de pouvoir faire mon métier. Et à partir de là, comment veux-tu que moi je me considère comme une star par rapport à certains mecs qui ont eu qu'une chance de faire de l'alpin et s'arrêter, tu vois. Ou demain, un jeune qui attaque directement par le freeski qui aura qu'une chance. Et je trouve que c'est important de relativiser. Donc tu ne peux pas devenir une star et puis et rouler des épaules si tu as commencé par l'alpin, qu'ensuite tu as fait un peu de ski cross, puis d'un coup tu gagnes en freeride. Et oh mon gars, tu vois. C'est qui les stars qui roulaient des épaules? Vas-y, balance des noms un peu là, c'est trop facile depuis le début. Il va y avoir que des Américains et des Canadiens, étonnamment. Alors, il y avait un Lituanien. Il a 67 ans aujourd'hui. Il y en a eu, mais c'est pas des gens que je n'aime pas, donc je vais pas donner leur nom. Parce que je les aime bien. Parce qu'ils sont redescendus sur Terre depuis. Donc tu t'es vraiment adouci. Il va mettre une droite, mais il sera adouci. T'en as un peu parlé. Nous, on voulait vraiment revenir là-dessus. Il va y avoir les JO en 2030 en France. Tu nous as parlé de ton expérience de Vancouver où tu finis 5e en ski cross, on le rappelle. T'es même pas en finale. De quel œil tu vois ces JO en France, et est-ce que tu peux nous parler de cette expérience de Vancouver? Qu'est-ce que ça t'a amené et comment un mec anti-FIS finit aux JO? Est-ce que ça t'a fait plaisir de placer la petite phrase « t'es même pas en finale » ? Tout à fait, parce que moi j'ai pleuré comme une merde. Bon, moi aussi. Moi aussi j'ai pleuré. Alors déjà, les Jeux de Vancouver, il y a plein de trucs. Alors je vais essayer de faire super rapide. Donc j'étais contre la FIS.
Je ne voulais pas rentrer dans le système Fédération française de ski, à tel point que quand je suis arrivé au jeu, je suis passé 2 fois dans le bureau de la big boss du CIO français parce que je refusais de mettre la tenue France. La parenthèse, la Savoie. Donc j'avais mes jogging Salomon, Lacoste et tout ce que tu veux, parce qu'à l'époque Lacoste c'était hyper cool. Je voulais pas porter la tenue équipe de France parce que dans mon subconscient le bleu blanc rouge évoquait le FN et ça c'est pas possible. Du coup je voulais pas. Et en fait je me fais alpaguer donc par la gonzesse du CIO et d'Adidas là. Derrière, je me fais défoncer par Xavier Kuhn, avec qui on était tout le temps en chambre, qui me dit tu fais chier, putain Enak, ça fait 10 ans qu'on est en chambre, on fait équipe, t'es le seul connard qui veut pas mettre le truc France, c'est nul pour toi, c'est nul pour nous. Puis là d'un coup ça a fait tilt, d'un coup j'ai mis le jogging et le t-shirt France et là putain je sais pas ce qui s'est passé, j'ai senti mes pecs et mes épaules gonfler parce que du coup je me suis dit wow putain en fait c'est hyper puissant de représenter un pays. Suite à ça, aujourd'hui encore, j'ai un drapeau bleu, blanc, rouge sur mon casque. Donc ça a été un truc assez important. Ensuite, sur les jeux, sur l'épreuve en elle-même, il faut savoir que je revenais d'une blessure de 2 ans où j'ai fait 6 mois alité, dont 8 mois sans érection. Ça vous parle, ça? Jamais, on Okay. sait pas Non, ce que c'est nous. Ouais. 8 mois, je ne pouvais absolument pas avoir de mouvement vertical avec mes mains autour de mon truc, tu vois. Donc 8 mois sans érection, sans éjaculation, sans rien. Donc vraiment compliqué. Surtout pour un étalon comme moi, on s'entend bien. Donc, oh là là. En donc fait, c'est pas le casque SI qui était bleu. donc derrière, en gros, j'ai eu 2 mois pour me qualifier et 2 mois et pour me préparer pour les Jeux. Je ne suis même pas sur la liste ministérielle parce qu'en fait, j'ai pas les points, je suis trop nul parce que je ne sais plus skier. Et c'est encore une fois la Fédération française de ski qui se bat pour moi, qui va au ministère et qui me fait un passe-droit en disant qu'en fait, la seule chance française de faire une médaille en ski cross, c'est moi. Du coup, j'ai un gros coup de piston. Pistonné pour finir 5e. Et je finis 5e. Et donc, je fais la demi-finale, je la perds. Je remonte. Comme d'habitude, je prends mes skis, je vais pour me barrer parce que je n'ai jamais participé aux petites finales. Parce que les petites finales, c'est pour les losers. Mais t'es encore plus aigri que nous, quoi. Ouais. Donc ça, c'était hors de question. Petite finale. Donc ça, je vais pour me barrer. Et là, j'entends les coachs qui sont à la radio qui disent « Putain, mais Gavajo, il nous casse les couilles, mais vivement qu'il arrête, on n'en peut plus. Il se barre, il va même pas faire la petite finale. On est au jeu, ça me pète les couilles. » Et là, je vois le coach, mais qui est en mode fou, en fait. Et puis là, ça fait titi, puis je me dis « Putain, allez, vas-y. » C'est 1 minute, quoi. Ouais, et puis du coup, je suis rentré dans la porte et puis je me suis dit, en fait, allez, c'est ma 2e chance. Je vais démonter la petite finale, je vais montrer à tout le monde que je suis le meilleur ski crosseur au monde. Et là, ta gueule, je l'ai fait, ok. Voilà. Et t'as gagné donc. Et j'ai gagné la petite finale. Bravo. Et j'ai laissé mes skis dans l'air d'arrivée, puisque j'avais dit que je laisserais mes skis dans l'air d'arrivée et que je me barrerais. Et t'as laissé aux stagiaires le fait de les ranger, du coup. Je sais pas où sont ces skis. Je me suis Sur barré. eBay. On passe un appel à la communauté si vous avez récupéré les skis d'Enak. Il les veut. C'est C'est quand même la petite finale. Il en est fier. Donc voilà. Alors par contre, et là, c'est un truc qui est assez fou pour un skieur, et c'est pour ça que finalement les jeux, pour les petits sports comme nous, c'est vraiment important et c'est incroyable. C'est que le speaker des X Games, qui m'a suivi toute ma vie, qui s'appelle Ankeli, il était là, c'est lui qui commentait les jeux et lui savait très bien que ça allait être ma dernière course. Il savait qu'après j'allais arrêter. Et donc je fais ma petite finale, je déchausse, je vais pour me barrer. Et là, je l'entends juste appeler The Dark Lord. Et en fait, là, il a demandé à toute la foule, en fait, à tous les gradins, de se lever en disant que j'étais la légende, le Dark Side of the Ski Cross, de se lever. En fait, j'ai eu une ovation rien que pour moi pendant 2 minutes. Et ça a été le plus beau moment de ma vie de sportif. Et si un Français, pour les Jeux, peut vivre ça une fois dans sa vie, ça dure pas longtemps, 1 minute, mais c'est complètement fou, en fait. J'étais suspendu dans l'air d'arrivée. C'est la foule. Voilà. Donc, voilà. Donc, par rapport aux Jeux en France, ça me casse je trouve ça dommage que ce soit éparpillé de partout, mais en même temps, on a un grand massif. Et j'aimerais bien, moi, qu'on arrête de politiser les Jeux Olympiques, même si je trouve que le CIO est une putain de bande de raccros de merde. Et du coup, j'ai le droit à ma question. La question du stagiaire. La question du stagiaire. Cette histoire de 2 ans alité avant les Jeux, là, date de cette chute que je pense avoir vécue en direct à Aspen, Ouais. où tu t'es littéralement cassé le cul. Ouais.
Et est-ce que tu peux nous raconter cette chute? Bah alors imagine juste que tu es en train d'essayer de doubler un mec, que le mec fait un chasse-neige juste avant le saut, que du coup tu le rentres dedans, du coup tu le pousses. Donc lui il a une belle parabole, une belle ogive, tu vois. Et il s'envole et toi tu pars sur le dos, tu es mesuré à 13 mètres du sol, tu retombes sur le cul sur de la glace. Et bah là il y a tout qu'à lâcher, hein. Donc je me suis chié dessus, je me suis pissé dessus, je pouvais plus bouger. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Là, il y a les pisteurs qui arrivent, je suis quand même conscient, qui veulent m'évacuer. Et là, je me souviens juste de ça, c'est mais les gars, vous ne me touchez pas, je suis aux US, j'ai pas d'assurance. Donc là, T'avais pas la licence carte neige. Au forfait, tu l'avais pas prise. rien. Et là tu peux regarder la course en live, hein. La course en live, elle a pris 5 minutes de retard, on est sur ESPN, hein. C'est pas France Télé, tu vois, ESPN. C'est un peu plus gros quand même. Et là, c'est marqué Enak Gavaggio, Denied Medical Treatment. Et là, je me suis fait défoncer. Et là, il y a le mec d'ESPN qui est arrivé, Chris Schuster, qui m'a dit Putain, Enak. Je lui ai dit J'ai pas de thune, j'ai pas d'assurance. Si tu me garantis qu'à partir d'ici jusqu'à l'hôpital, ça me coûte 0, je veux bien bouger, sinon tu n'as pas le droit de me toucher. Et là, il est devenu fou. Du coup, il a été obligé de me sortir et ça m'a rien coûté. Voilà. Ah, et tu la connais comme la facture globale? Bah, du coup, j'ai rien eu à payer jusqu'au fait où j'ai dû faire un scanner pour pouvoir être rapatrié. C'est d'ailleurs, ça y est dans ton film. Hein. Tu racontes un peu Ouais, je l'histoire raconte avec très rapidement. Ouais. Et ça te fait presque un point commun avec Candide, hein. Sur la Big Bertha, c'est un peu la même qui se mange. Ouais, complètement. Alors, si ce n'est que là, moi, ce qui s'est passé, c'est que le 24 heures après l'impact, je suis dans la chambre et j'ai eu une paralysie de 30 minutes à peu près, où j'avais les jambes qui ne fonctionnaient plus. Et là, là, j'ai été quand même un peu au fond du trou. Mais c'est ce qui explique derrière le pourquoi de quasiment 20 mois de rééducation, 8 mois sans érection et tout ce que tu veux. J'ai tout pété en fait. Du coup, on en revient au JO. On était en train justement de parler de la France et tu nous expliquais que on aimerait avoir ta vision et tu nous expliquais que le fait qu'il se soit éclaté, ça te saoulait. Voilà. Dis-nous un peu plus sur ces JO 2030. C'est quoi ta position? Comment tu vois les choses? Alors, moi, je trouve que les Jeux, c'est une magnifique fête. Je trouve que les Jeux de Paris ont été une super réussite. Je trouve que quand tu es sportif, finalement, faut tout remettre dans le contexte. Tu as 20 ans, tu t'entraînes, tu as envie d'être champion pour toi ou pour les autres, ou peu importe les raisons pour lesquelles tu veux être champion. Tu as les Jeux à la maison et c'est l'apogée pour un sportif. Et puis, il faut sortir du sport comme vous l'imaginez, où on prend tout le temps le tennis, le foot et le rugby. Là, on parle de tous ces petits sports où les sportifs, en fait, ils ont une chance tous les 4 ans. Quand tu fais du ski cross, quand tu fais du curling, du badminton, de l'escrime, en gros, tu as une chance tous les 4 ans. Et alors que si tu joues au foot, tu as une chance tous les week-ends si tu veux te briller. Il faut imaginer l'importance que ça a pour un athlète, ces Jeux. À la maison, c'est juste incroyable. Et encore une fois, vivre les Jeux en tant que sportif, c'est très égoïste, hein, mais c'est un cadeau qui est sublissime. Mais du coup, t'es d'accord pour le freeride au JO en 2030 à Val Thorens? Alors c'est encore différent parce que moi je suis finalement contre les sports qu'on dit amateurs. Pas contre, c'est pas ce que je trouve incroyable. Je trouve que le sport amateur, donc tout ce qui est lié à une fédération quelle qu'elle soit, elle est prise en étau par 50 000 règlements et des trucs qui font chier, alors que je trouve qu'un sport s'épanouit beaucoup plus quand il reste pro. Donc le motocross, et, par exemple, ou la Formule 1 si tu veux. Et en fait, je trouve que le sport peut arriver à son apogée s'il est dans un système pro, et dès qu'il rentre dans le système qu'on dit amateur, donc fédéral, c'est tout de suite un carcan et c'est beaucoup plus compliqué. Mais toi, tu as eu des bons moments au JO. Donc tu vois, il faut aussi que les jeunes... Bien sûr. Enfin, tu as aussi envie que ces jeunes ils vivent leur moment en freeride. Mais tu vois, si je prends le ski cross, mon contrat... Mes contrats, quand j'étais dans les grandes années en ski cross jusqu'en 2008-2009, étaient 4 fois supérieurs au contrat du champion du monde actuel. Mais pas parce que la discipline, elle est moins bien. Parce qu'il y a la FISE, parce que tu as des centimètres carrés à respecter, parce que tu peux plus mettre tes sponsors, parce que y a moins d'heures télé, et ainsi de suite. Quand tu es pro, en fait, tout le circuit pro, les images, elles sont balancées de partout dans le monde, du coup ça se voit de partout. Quand tu rentres dans un système comme la FISE, tout est payant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on ne voit pas de ski à la télé les week-ends, c'est juste parce que les Français, ils n'ont pas assez gagné. Donc en gros,
Alors je vais essayer de faire simple. Quand France Télé veut faire un sujet pour tout le sport sur le ski parce que, j'en sais rien moi, Victor Muffat-Jandet il a gagné ou Yuri Duplessis en ski cross a gagné, tu achètes par minute. Et tu peux pas acheter 5 secondes, tu achètes la minute. Donc 1 minute c'est 3000 balles. Donc 1 minute sur un mec qui a fait un résultat, ça ne marche pas. Du coup il faut, pour qu'on voit le week-end à tout le sport du ski, il faut qu'il y ait au minimum 3-4 podiums. Tout coûte trop cher. Mais j'en discutais la dernière fois un peu avec le Free World Tour. Effectivement, c'était justement du rapprochement avec la FIS. Et effectivement, il y a une grande différence quand tu vois que le Free World Tour, c'est les riders ont le droit d'avoir les images, de repartager les images. Et c'est eux qui font le show. Donc d'un côté, on trouve ça normal. Et alors que c'est vrai que tu vas sur l'Instagram de Pinturo, tu n'as aucune image. Alors là, la FIS commence un tout petit peu à mettre sur Instagram. Alors là, mais Pinturo, il n'a pas le droit de remettre ses runs sur Instagram. Alors que les riders, ils sont propriétaires de leurs images. Enfin, propriétaires, je ne sais pas si c'est proprio, mais ils l'ont. C'est hyper bien ce que tu dis, parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que la FIS est quand même en train de s'imprégner du système du Freeride World Tour pour essayer de construire quelque chose et de l'amener sur ces disciplines. Mais tu vois, les drones de course, ça fait 3-4 ans qu'il y en a sur le Freeride World Tour et ils sont arrivés cette année. En alpin, tu vois, il y a quand même un décalage. Ouais. Mais non, mais je me dis que ça va marcher. Ce que je trouve juste dommage, c'est que la FIS aseptise un petit peu tout et qu'en fait, si tu veux qu'un sport soit juste génial, il faut pouvoir créer des stars, et dans le milieu FIS, tu peux pas trop en créer. Mais ça fait une différence de chiffre d'ailleurs. Enfin, en France, si tu as envie de regarder du ski, il faut avoir ton abonnement Eurosport, alors que le freeride, tu vas sur YouTube et tu as accès aux vidéos. Donc après, qu'est-ce qui est le plus puissant ou le moins puissant ? En Suisse, c'est sur la télévision publique, donc tu peux regarder du ski comme tu veux gratuitement. Donc il y a aussi une vraie question de droit à l'image et qui diffuse le mieux. Mais je crois que d'ailleurs la FIS a repris, il y a eu une petite bataille cet été, a repris à elle la négociation, et c'est plus au pays de négocier les droits télé. C'est à chaque pays, chaque fédération négocie les droits télé en individuel. Là, je crois que la FIS, et d'ailleurs des pays ont gueulé. Bref. Bon. C'est le détail technique un peu racine. Non, mais en gros, ce qui va se passer sur le Freeride World Tour, c'est simple. Ils ont récupéré le truc. En année 1, ils ont quasiment mis aucune règle FIS. En année 2, il va commencer à en avoir 2-3. En année 3, 4, 5. Et puis dans 5-6 ans, ce sera qu'un règlement FIS. Donc par exemple, tu sais que par exemple en FIS, tu n'as pas le droit de montrer ton ski tant que tu n'as pas passé la ligne rouge après la ligne d'arrivée. Et puis au moment donné où tu montes le ski, bim, on cut, on passe sur un autre plan. Là, en freeride, ça tape pas. Mais d'ici 2 ans, les mecs n'auront plus le droit de montrer leur ski dans la ligne d'arrivée. Et ça va être... Ou le pool des marques. On pourra en parler pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement. Donc en fait, si tu es aujourd'hui en équipe de France, tu n'as qu'une sélection de marques que tu as le droit d'avoir qui financent. Alors après, c'est gagnant-gagnant, qui financent aussi la fédération. Mais par exemple, tu pourrais imaginer des riders qui ont des marques qui ne sont pas partenaires de la Fédé et donc qui n'ont pas le droit de signer ces marques. Donc ça réduit aussi le nombre de marques, quoi. Et la liberté des riders. Mais bon, bon, après, débat sans fin. Après, je me dis qu'on vieillit, on arrive tous à un seuil. Et puis là, j'espère en tout cas qu'à la FIS, il y a genre un renouvellement des dirigeants. Mais de toute façon, ce qu'il y a de sûr, c'est que si les dirigeants de la FIS, ils ont 75-80 balais et qu'ils s'accrochent à leur siège, comment veux-tu qu'ils comprennent ce que font les jeunes de 20 ans sur le Freeride World Tour? C'est pas possible. Mais après, moi quand j'en parlais avec les jeunes qui sont aujourd'hui sur le Freeride World Tour ou en accession, ou même les coachs, je pense qu'il n'y a personne qui se leurre sur il y aura plus d'argent pour tout le monde. Je pense que plus d'argent, il n'y en aura pas, c'est sûr. Mais par contre, ce qu'ils me disaient tous, c'est que c'est vrai que ça facilite l'accès à des centres de soins, au statut sportif de haut niveau, aux accès aux études, aux trucs aménagés. Enfin, le fait que ça soit un sport fédéré, c'est un peu plus simple sur quelques aspects comme ça. C'est l'argumentaire classique. Oui, et sans parler d'avoir la petite Audi gratos de la Fédé, quoi. Mais bon, ça... Mais tu es fou. mais toi, t'as une Saab pendant 15 ans. C'était Salomon. Willy, il est prêt à signer, là. Il est prêt à signer pour partir à l'INSEP. Aujourd'hui, alors faut savoir que la France, c'est quasiment le seul pays européen où le statut de sport de haut niveau n'est pas reconnu. D'accord ? Donc si tu n'as pas un contrat avec les douanes militaires ou machin, tu es un travailleur indépendant pour le ski. En tout cas, tu es considéré comme moniteur de ski. Donc tu en prends plein la gueule. Alors que dans tous les autres pays, tu as des statuts de sportifs de haut niveau. Hormis la niche fiscale qui est pour le foot. Parce que si tu taxes à 50% les footballeurs c'est Ligue 1, D1, ouais. Division Ligue 1 McDonald's. Ligue 1 McDonald's. Bon, bah, tu n'as plus aucun joueur qui vient jouer en France. Du coup, ils ont fait une niche fiscale pour le foot. Ensuite, quand tu es sportif de haut niveau en ce qui concerne le ski, avant, tu avais le droit genre à un forfait à vie
si tu avais fait, mettons, top 5 au jeu ou top 5 au championnat du monde à vie dans toutes les stations, ça n'existe plus. Si tu es aujourd'hui sur les listes de sportifs de haut niveau, tu avais le droit à des prix préférentiels sur toutes les remontées mécaniques. Ça n'existe plus. La seule chose aujourd'hui qui reste, c'est effectivement tu peux rentrer peut-être un peu plus facilement dans certaines écoles, donc IUT. Hein, En boîte de nuit. et en boîte de nuit, ça peut marcher. Et tu n'as pas besoin de passer le concours de kiné. Ah bah voilà pourquoi ils sont tous skinés. Ben voilà. Tu m'étonnes que tout le monde a mal au genou. Et sinon, concernant le fameux deal Jeanlin, aucun sportif français, mis à part, en tout cas en ski, hein, mis à part Tessa, Clément, les mecs qui ont fait des médailles et tout ça, ont des voitures en prêt. Sinon, ils ont juste des leasing. Au même titre que le directeur de McDo d'Albertville, tu vois, il a le même prix. Ça fait 2 fois qu'on place McDo quand même. Ouais. On revient sur les 5 questions de la commu. C'est parti, top jingle. Les questions de la Commu Daily Freeski. Question qui nous a été posée, et je trouve que c'est une vraie question. Côté ski, ça fait quoi de prendre de l'âge, mais là, physiquement, comment tu le ressens d'essayer de skier à haut niveau à 48 ans? C'est hyper dur, clairement c'est hyper dur. J'ai pris un coup de vieux un petit peu cet hiver, où c'est la première fois genre, que je n'ai pas réussi à enchaîner le sommet de l'Aiguille Rouge jusqu'à Villaroger sans m'arrêter au moins 2 fois. Et 2 fois, carrément. Et là, je me suis dit, putain, ouais. Et là, je me suis dit, là, j'ai pris cher. Et du coup, voilà pourquoi vous me voyez aujourd'hui dans un corps d'athlète sublime, avec moins de 3% de matière grasse, des pecs comme vous n'en avez jamais vu. C'est vrai que les auditeurs ne le voient pas, mais Voilà. il est en forme. Ah, t'as fondu, hein, t'es fité. Préparation estivale. Et ben du coup, C'est le trail François Den, ça. ouais, ben non, mais du coup, voilà. Ben là, c'est grosse préparation physique cette année parce que je veux. Je pourrais jamais reprendre mon niveau d'avant, faut pas être con. Hein. Mais en fait, je veux continuer à maintenir ma vitesse. Je veux continuer à maintenir le peu de tricks qui me restent, c'est-à-dire backflip, front flip et roll. Voilà. Et du coup, si tu t'arrêtes 2 fois en descendant à Villaroger, ta fille, elle t'attend. Comment ça se passe avec elle? Mais qui est l'homme fou qui oserait skier avec son enfant? Tu skis avec tes potes, putain. Justement, tu parles de tricks. Est-ce que tu faisais des Lincoln parce que tu avais peur de faire des backflips? Question de la commune. Alors aujourd'hui, je fais quasiment plus que des backflips. Je fais moins de Lincoln. Ça s'appelle encore Lincoln, les Lincoln? Ouais, toujours Lincoln, ouais. Mais plus personne en fait un. Peut-être en halfpipe. Si, il y a eu un Lincoln qui est sorti sur Frère World Tour. Là. Ouais, mais un américain, non? Ouais, un américain moustachu. Là. Je viens de manger le nom. Non, mais en fait, James Blake, je crois. la vraie question, c'est qu'en fait, sur les sauts hauts, j'avais plus de facilité à visualiser où j'étais en partant sur le côté plutôt qu'en partant vers l'arrière. T'en as déjà replaqué un de Lincoln? Le dernier que j'ai replaqué, il est dans l'appart d'un film Rossignol il y a 2 ans. Donc tu vas un petit peu regarder ça tes va pour trucs. Nordica, quoi. Merci. Quoi. Et j'en ai pas plaqué beaucoup, si c'est ça la question. Autre question de la commu. Pourquoi tu renies tes origines du Jura et te fais passer pour un Arcadien? Bon, alors, lui, c'est un sombre connard. Je n'ai jamais renié. On Je n'ai n'insulte pas la commu des Je n'ai jamais renié. Je clame haut et fort que j'ai appris à skier à La Faucille, que j'étais au club de l'Elex, qu'ensuite je suis parti à Valmorel pour ensuite aller aux Arcs. Jamais de ma vie je renierai mon petit massif. Je suis très fier d'être d'être jurassien. Valmorel, tu skies plutôt côté tarentaise ou côté maurienne? Alors, le peu de mecs qui ont basculé du côté maurienne, je les ai jamais revus. Du coup, on est toujours resté du côté Valmorel. Voilà. Et tu t'imagines, il y a même des mecs qui arrivent à aller tout au fond de la vallée. Il y a des mecs qui sont chauds, ils ont fait le chemin inverse, ils sont partis de la Tarentaise pour aller en Haute-Maurienne. En plus, pour la petite histoire, la première fois qu'on s'est rencontrés, Nac, c'était dans le Jura. J'avais 15 ans, à la sortie du lycée. Ouais. Un jeudi après-midi, et je vois une Saab 9.3 qui s'arrête, gros sticker, et c'était Nac. Donc, Parce qu'il faut rappeler que tu faisais du stop en fait. Oui, je l'ai pas dit, oui. Non, je ne faisais pas le trottoir, je fais du stop pour rentrer du lycée. Et voilà. Il m'a pris Willy à 15-14 ans, je sais pas, j'étais au lycée. Et moi, c'est la première fois, j'arrive dans le Jura et tout, que du coup, j'ai eu une relation sexuelle avec un adolescent.
Ah, c'est magnifique. Alors, c'était pas moi, donc je sais pas ce qui s'est passé après. Si, tout petit, boudiné, c'était toi ça. Tétard. Bon, fin des anecdotes d'Eli Frisky. On enchaîne les dernières questions de la commu. Une question de ta commu, c'est ta commu à toi là vraiment, c'est ta femme. Quand est-ce que tu vas enfin faire ta vasectomie? C'est vrai, c'est Ouais, on l'a reçu. Ah, Ouais. c'est une vraie question de ta femme. alors c'est prévu en janvier. Quick, ouais. Alors moi j'ai un pote qui l'a Euh, fait. J'ai un pote qui l'a fait. Il faut T'as faut des que tu lui parles interventions. Hein J'ai un pote qui l'a fait. Ouais, Eli Frisky, là, on est dans le podcast d'Eli Frisky, c'est magnifique. Tu vois, là, on est sur de la haute performance. Une anecdote. Non, mais je te lui filerai son contact. Parle-lui avant. Ok. Ah, mais Enac, si t'es resté 2 mois sans éjaculer, franchement, je pense qu'une vasectomie. 8 mois, c'est encore pire. La vasectomie, c'est rien. Dernière question de la Elle est commu. vraiment con, mon épouse. Ouais, J'adore. c'est pour ça que vous êtes ensemble. Dernière question de la commu. Tu penses quoi des rédacteurs de ce super média? Promis, c'est pas nous qui l'avons posé. Mais quel média? Voilà, attendez, voilà. Je pense que t'as répondu. Merci, quel média? On est d'accord. Des mecs qui donnent leur avis sur la vasectomie. Quoi un pote? Quoi, absolument. J'ai un pote. Allez, on va terminer. Dernière rubrique. Dernière rubrique pour clore. Avant, juste une petite question. J'aimerais bien que tu répondes à ça avant la dernière rubrique. Est-ce que tu peux nous raconter ton pire échec dans ta carrière, mais le côté un peu loose, un peu marrant? De toute façon, ma vie est un échec. Hein. Si vous le voyez là avec sa chic et son état dépressif. Voilà, Dieu. Ah, la larme arrive là. Non, écoute, honnêtement, si vraiment je fais un... Je pense que j'ai fait à peu près 90% de mauvais choix. C'est beau ça. Non, honnêtement. Hein. Dont faire ce podcast. Non, là, c'était juste que j'ai pas choisi la bonne, le bon matin. On aurait dû faire ça en fin de journée, j'aurais pu dormir et tout. Mais non, je pense vraiment qu'en fait, ado, j'essayais pas du tout de me faire influencer par tout ce que faisaient les autres et tout ça. Je voulais pas du tout suivre de toute façon la trace donnée du milieu frisky. Je voulais aller dans ma direction à moi. Et à chaque fois, j'étais persuadé, je réfléchissais, je me disais, non, mais si tu fais ça, c'est comme ça que tu veux, parce que c'est comme ça que tu es, c'est là où tu veux aller. Et à chaque fois, j'y allais, et puis une fois que je le faisais, je me disais, en fait, non, je me suis piné. Et non, je pense que j'ai fait énormément de mauvais choix. Mais bon, au final, de mauvais choix qui t'ont amené sur l'une des carrières les plus longues du frisky, donc c'est pas mal. Dernière rubrique, on fait un petit tu préfères. Ouais. Hyper simple, on pose les questions, on va alterner avec Willy. Première question, tu préfères finir 5ème des JO ou planter ta start-up de bonnet? 5ème des JO. Question matos, on en a pas eu beaucoup. Salomon ou Rossignol? Salomon. Les Arcs ou le Jura? Le Jura. E-bike ou le snowblade? Et le snowblade. Skier comme un cafiste ou skier comme un guidos? C'est exactement pareil. Voilà ce qu'on voulait entendre. Merci. Être coach de la Frisky Academy ou moniteur ESI? Coach Frisky Academy. Le SF ou la Fédé? C'est exactement pareil. Voilà. Et on arrive à la fin du podcast. Il y a une petite dernière question qu'on n'a pas posée. Et pareil, Willy parlait matos. T'as quand même skié énormément de paires dans ta carrière. Si tu dois en reprendre une, celle que t'as préférée quand t'es monté dessus, t'as dit franchement celle-là, pour rien au monde, c'est la meilleure paire que j'ai jamais skiée, c'est laquelle? Le double rocker Salomon en 192 à 112 au patin, je crois. Et t'es bleu, non? Je crois que c'est un... Ouais, Ok. double Et rocker. le pire que t'aies skié? Le pire que j'ai skié. Infâme, celui que t'as voulu jeter à la poubelle dès que t'es monté dessus. Celui qui t'ont fait une prod spéciale tellement le modèle de série était mauvais. Le pire. C'est horrible, mais moi je n'arrive pas à skier les casselets. Oh ouais, non, mais il balance Et- des skis dont il a jamais en eu. touche. En touche, là, allez. Non, on fait pas en touche là, vous me prenez pour qui? Des marques sous contrat, on parle. Voilà. des modèles. C'est Des facile. modèles. Vos intitulés de questions sont quand même pourris. On va garder ça pour le prochain
Ah bah si, c'était pour le coup c'était aussi chez Salomon, c'était le premier Haka-Rocket qui faisait 110 sauts patins, qui faisait 2 mètres et en fait qui avait un shape incroyable, mais qui était mou, tellement mou qu'en fait quand tu skiais vite, quand tu rentrais en courbe, tu avais la spatule, elle passait dessous et en gros ta spatule venait toucher ton talon par dessous, tellement c'était du chewing-gum. Et là je me suis mis des boîtes, je devenais dingue. Voilà. Et ensuite il y a eu le double rocker. Et le double rocker, ça a été. Je pense que c'est. D'ailleurs, il est resté plus de 9 ans. Tu l'as encore dans la cave là? Je l'ai encore dans la cave. Ah, c'est beau, ça. Mais juste pour le Haka-Rocket, j'invite la commu, pour les plus jeunes qui l'ont pas vu, à chercher sur internet le shape, ou ceux qui ont la chance de le trouver en bourse au ski, achetez-le parce que c'est un shape assez chelou, assez pointu en haut, parce que je l'avais d'ailleurs. Ah, toi, tu parles de l'Haka-Rocket en Avec la pintail. queue de pie. Ouais, Avec la Le queue de ficheté pie. derrière. Haka-Rocket avec le devant, enfin bref, ce shape est assez incroyable. Moi j'en ai une paire. Et ce double rocker qui reste à la cave là, est-ce que tu es prêt à le faire gagner à la commu et dédicacer ce match? C'est ta paire préférée au monde. Mais quel commu, quel média? Mais de quoi Le vous nôtre, parlez? toi t'as pas de connu, on sait très bien, mais nous on a une commu. Sur Instagram. Instagram. Tu sais, C'est pas Zapix, hein. Le seum. Putain, tu sais que alors c'est dur parce que finalement j'ai quand même une petite collection de tous mes skis un peu préférés à la maison, donc je dois en avoir une quinzaine et je sais pas à quoi ils me servent, mais en fait j'y tiens. Donc c'est non. Donc c'est voilà, non. c'est non, putain. On essaie de le gratter, mais tu sais, c'est un jurassien. Il lâche rien. Non, c'est les Auvergnats qui sont comme ça. Bon, Ouais, Enak, jurassien. merci d'avoir été dans le podcast Daily Frisky. C'était très cool. Et puis, pour la suite, on va avoir d'autres riders, d'autres mecs de l'industrie, et d'autres filles et d'autres femmes. On espère, en tout cas, s'ils veulent bien répondre à l'invitation. Moi j'ai juste une question. Est-ce que vous pouvez être comme vous étiez au début, engagé un peu plus, parce que là je vous trouve quand même de plus en plus léger et je connais pas mal de mecs qui arrêtent de vous lire en disant putain j'ai l'impression de lire ski français. Allez, salut. Bâtard. C'est parfait, Bâtard. merci. On rend l'antenne à vous les studios. Merci d'avoir écouté Daily Frisky Podcast. Pas la peine de te faire chier à mettre des notes, ni t'abonner à notre compte Insta. Va manger tes morts. Génial! Je te remercie! Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein! Putain, mais c'est dingue!